Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste éditeur et soldat du Christ. Un petit débrief du débat que j'ai eu chez Teddy Boy RSA. Je vais notamment vous parler d'une question que je n'ai pas pu réellement développer parce que je voulais passer à autre chose. Apparemment j'avais vraiment mis Cro-Blanc un peu trop en slip, là ça se voyait un peu trop, donc il fallait changer de sujet, il fallait changer d'intervenant et on est passé à des sujets un peu plus consensuels. Mais je remercie vraiment Teddy Boy RSA de m'avoir invité, de m'avoir laissé parler malgré tout, d'avoir pris ma défense même certaines fois contre son propre co-animateur qui avait complètement pété les plombs, comme chacun a pu s'en rendre compte. Même ceux qui étaient pro-Cro-Blanc d'habitude l'ont reconnu dans les commentaires. Donc c'est soit j'ai personne qui me suit, et donc c'était tous les soutiens de Cro-Blanc qui lui ont dit d'arrêter ses bêtises et de se calmer, soit j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent. Bon, je laisserai les gens réfléchir là-dessus. Donc, voilà, Teddy Boy, je découvre, moi, son travail, et je le trouve plutôt posé, ce garçon. En tout cas, il m'a laissé parler, voilà. Ça s'est bien passé, donc je ne veux pas dire du mal, comme certains ont prétendu. Ouais, il va bientôt dire du mal de toi, Jean Robin. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, dans cette émission, j'ai dit du bien de beaucoup de gens, donc... En fait, les gens font des fixettes. Ah, tu as dit du mal de Soral. Oui, bah c'est pas dur. Si je dis du bien, et là, je me réveille un peu vraiment, non, trop blanc, je ne connais pas, encore une fois, il m'a dit que moi non plus, je ne le connais pas. Lui, apparemment, ça l'a marqué. S'il reçoit un truc, alors soit c'est une diva, et donc d'une ultra susceptibilité, soit c'était vraiment ultra insultant ce que je lui ai envoyé. Enfin, dans tous les cas, il n'a pas su dire ce qu'était ce tweet réellement. Et puis, franchement, un tweet, voilà, bon, je lui avais jamais consacré de vidéo parce qu'il est personne, franchement, c'est un rappeur. Je comprends même pas qu'il y ait des rappeurs dans notre milieu, mais bon, apparemment, voilà. Et quand vous l'écoutez, on comprend mieux. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue ou qui sonne comme la banlieue, un peu comme Hassen, un peu. Bon. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Et moi, je respecte Teddy Boy de l'avoir comme co-animateur. J'ai pas refusé son invitation parce qu'il y avait Cro-Blanc, mais force est de constater qu'il s'est un peu ridiculisé tout ça. Donc bref, alors ce que je vais vous dire donc, par rapport à cette émission, c'est qu'à un moment, vers la fin, on a commencé à parler de l'impasse du racisme, parce que j'ai égrené un certain nombre de stratégies, gagnantes ou perdantes. Et parmi les stratégies perdantes, j'ai cité le communautarisme blanc, ce qui a bien fait rire Cro-Blanc, justement. Mais il faut savoir que c'est une bêtise. Alors, j'ai sorti un livre qui s'appelle l'Histoire chrétienne de la France. Ça va être mon livre de référence, je pense, pour les mois, voire les années à venir, parce que c'est un livre absolument indispensable pour comprendre qui on est, nous, Français, et qui on n'est pas. Et les Français ne sont pas des racistes, c'est pas notre histoire. Voilà. La France, d'ailleurs, c'est pas l'histoire de beaucoup de peuples, hein, parce que les grands voyages qui ont permis le multiculturalisme, ils datent du... Allez, ça commence avec l'esclavage déjà. Donc ça, c'est pas avant, en tout cas, la traite européenne blanche, c'est pas avant le XVe siècle. Et donc avant ça, c'est que des blancs entre eux, et qui souvent se massacrent entre eux. Hein. Les catholiques qui massacrent les protestants, ça c'est notre histoire. Ou qui massacrent avant ça les cathares, ou les vaudois, ou les juifs. Je sais que certains font la distinction entre juifs et blancs, je sais pas quoi. Bon. Moi je rentre pas là-dedans. En tout cas, ce que je constate, c'est que la France n'est pas un pays historiquement raciste, basé sur la couleur de peau, parce qu'on était tous de la même couleur de peau, il n'y a pas de mélange avant le XIXe siècle. Et au XIXe siècle, c'est la gauche qui lance cette idée du racisme, avec, alors déjà, Vacher de la Pouge, c'est ça que j'aurais voulu développer dans l'émission de Teddy Boy, donc là je fais un peu la suite. Donc Vacher de la Pouge qui développe le racisme, c'est un mec de gauche. Vous trouverez toutes les références dans mon livre noir de la gauche, justement, mais apparemment les gens ne lisent pas, je sais pas, ils savent pas à quoi ils se rattachent comme tradition historique. Donc c'est sous la Troisième République, qui était de gauche, et même un peu avant, Vacher de la Pouge c'est peut-être un peu avant, il faudra vérifier les dates, tout comme Alphonse de Toussenel, donc là c'est les Juifs rois de l'époque, donc là c'est plutôt anti-juif de manière assez évidente, mais certains historiens comme Patrick Cabanel disent c'est aussi anti-protestant.
En tout cas, c'est un gars de gauche, hein, Alphonse de Toussenel, et ce sera une des principales inspirations de Drummond, qui arrivera après et qui lui rendra hommage autant qu'il le pourra. Là, je parle de Toussenel. Donc voilà, le racisme en France apparaît alors, sous sa forme, disons, parce que l'antisémitisme, c'est voilà, l'antisémitisme, si on veut le qualifier, c'est-à-dire de haine des juifs parce qu'ils sont racialement juifs, on va dire, ça date effectivement de Toussenel, donc un gars de gauche, tandis que l'antijudaïsme, là, les juifs parce qu'ils croient que Jésus n'est pas le Messie, et parce qu'ils l'auraient crucifié, etc., en tout cas, ce serait leur descendant, eh bien, là, c'est une tradition, hélas, catholique, donc française, parce que, si vous regardez l'histoire de France, il y a beaucoup de rois qui ont massacré, persécuté, déporté, même si ça n'a pas la même connotation que sous le Troisième Reich, mais qui ont fait du mal aux Juifs, on va dire. Et malgré cela, la France est un des principaux pays où il y a des Juifs en France. Donc, vous voyez, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu en France des gens qui ont protégé les Juifs aussi, à toutes les époques. Vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez le Chambon-sur-Lignon, qui est un petit village protestant, justement, qui ont beaucoup plus protégé les Juifs que n'importe quel autre village à proportion équivalente. Bon. Eh bien, parmi les rois de France, vous aviez des rois qui étaient, on va dire, philosémites. Donc il y avait Saint-Louis, Louis IX, qui était vraiment antisémite, au possible, sous la pression des papes, hein, parce que les papes ne pouvaient pas piffrer les juifs, donc ils leur ont fait porter la rouelle, une tradition musulmane au départ, que les papes ont reprise à leur compte et ont imposé à Saint-Louis, qui n'avait rien de saint du coup, mais ça il est adulé chez certains nations antisémites, forcément. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, vous aviez Louis X, donc c'est le contraire, alors il a régné que 2 ans malheureusement, mais lui, il était totalement philosémite, c'est-à-dire qu'il a rétabli les droits des Juifs à peu près à égalité avec les non-Juifs, ce qui est, à l'époque, on est entre Saint-Louis, enfin entre Louis IX et Philippe IV le Bel, hein, donc c'est il y a très longtemps, donc on me dise pas, non mais l'antisémitisme, comme certains Soraliens, ou Soral lui-même, non mais l'antisémitisme, tout le monde était antisémite, c'est l'époque qui voulait ça, ne faisons pas d'anachronisme, non c'est faux. Vous aviez des rois, dans l'histoire de France, qui étaient totalement philosémites. Bien. Donc, on ne peut pas dire que la France soit intrinsèquement anti-judaïque ni antisémite, mais on peut dire que la France n'est pas du tout raciste. Hein. C'est pas son projet. Voilà. Son projet, son identité, c'est d'être chrétien. C'est d'être chrétienne, pardon. Pour la France et pour les Français, d'être chrétien. Ça a été notre histoire pendant au moins 1800 ans, disons. 1500 ans, allez, si on veut. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, le catholicisme, en fait, authentique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le protestantisme, et c'est ce qu'on appelait jusqu'en 451 le catholicisme. Voilà, c'est la même chose. Donc, moi, je pourrais me revendiquer, d'ailleurs, les protestants dans l'histoire de France se sont souvent revendiqués les authentiques catholiques. Donc, en fait, le terme catholique, je vais peut-être changer de stratégie sémantique à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de taper sur le catholicisme. J'ai fait le livre noir du catholicisme, etc., parce que c'est comme ça que ceux qui se nomment catholiques l'appellent aujourd'hui. Mais en fait, vous savez, des gens comme Jean Calvin, par exemple, les protestants historiques français, avaient précisé qu'il valait mieux parler de papisme, en fait. Voilà, c'est cette religion attachée à un être humain qui se prétend vicaire du Christ sur terre et représentant de je sais pas quoi. Donc, et chef de l'Église à la place de Jésus. Voilà. Donc ça, je préfère dorénavant, je vais essayer de m'y tenir, de dénoncer le papisme, en fait, d'une part pour moins heurter mes frères, mes amis catholiques, parce que c'est pas le but, et puis pour être plus précis, parce qu'effectivement, moi, je pourrais tout à fait me revendiquer catholique. Et il n'y aurait aucun problème avec ça, puisque le catholicisme, c'est cet universalisme, qui est la version chrétienne pré-451. Ce sont ensuite les papes et leurs affidés qui ont transformé le catholicisme en une secte, qui est devenue n'importe quoi en ajoutant des... Je ne reviens pas là-dessus, hein, mais... Donc vous trouverez toutes les preuves de ça dans mon livre. Et donc, on peut tout à fait s'approprier le terme de catholique. Alors, maintenant, je vais développer un tout petit peu sur le racisme, pourquoi c'est une erreur en plus. Donc déjà, je vous ai démontré, c'est pas la France. Il n'y a pas de racistes en France avant le XVIIIe siècle. Voltaire, par exemple, ou Toussenel, même après,
Et Paul Bert, alors après, vous avez toute la Troisième République, qui est intrinsèquement raciste. Il faut être raciste pour être dans la Troisième République, et franc-maçon d'ailleurs. C'est pour ça que ceux qui opposent franc-maçonnerie et racisme, comme aujourd'hui, se trompent. La franc-maçonnerie a toujours été raciste, et elle l'est encore. Et tout comme le système est ultra raciste. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, comment ça se fait? Donc, historiquement, voilà, la Troisième République, personne ne le nie, même Henri de Lesquen qui s'en revendique, quelqu'un qui se dit de droite, mais qui se revendique de la Troisième République qui était de gauche, on ne peut plus de gauche, elle était raciste. Voilà. Paul Bert, vous avez des collèges aujourd'hui, des lycées, Paul Bert, ça dérange personne, mais le gars, vous ne trouverez pas plus raciste dans l'histoire, peut-être. Même Hitler, à côté, c'était la petite bière. Paul Bert, il faut voir les citations, je vous renvoie mon livre Nord de la gauche à nouveau. Et je crois même que je le cite une fois dans l'histoire chrétienne de la France, c'est tellement énorme, mais vous tapez sur Internet, vous allez trouver ces citations sur les Noirs, qui qualifient de nègres, évidemment, et puis tout le reste. Voilà, Voltaire est au Panthéon, c'était un raciste, un négrophobe, on dirait aujourd'hui. Il était même, je crois, il baignait dans la traite des esclaves, et il était antisémite au possible, je l'ai peut-être déjà dit. Donc, il est au Panthéon, hein, ça dérange personne. Donc, quand Soral dit, et se fait condamner à 1 an de prison, je crois, pour avoir dit que le Panthéon est une déchetterie cachère, donc d'une part c'est ignoble, parce qu'il s'en prend pas là au judaïsme, hein, il s'en prend à des juifs, donc c'est n'importe quoi, en l'occurrence Simone Veil et je sais pas qui d'autre. Mais il se trompe, Voltaire n'est pas plus antisémite, et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'antisémites qui sont au Panthéon, ou de racistes. Victor Hugo, on ne le sait pas, mais c'était un raciste, on ne peut plus raciste. Bon. Donc, en fait, l'oligarchie est raciste depuis très longtemps, depuis au moins voilà, la Révolution, au moins, et ensuite la Troisième République, et donc, aujourd'hui, elle est toujours raciste, comme j'ai essayé de l'expliquer, mais d'une part, il y a l'apologie de la race en général, l'obsession de la race, ce que j'ai analysé dans mon livre La Nouvelle Extrême Droite, paru chez Xenia. L'extrême droite est au pouvoir, et donc il faut savoir qualifier l'oligarchie pour savoir à qui on va s'en prendre. Parce que si on commence à se dire raciste et soi-même dissident, ça marche pas. Quand on partage un point aussi fondamental avec l'oligarchie, c'est-à-dire le racisme, eh bien on ne peut pas s'en dire dissident. Mais évidemment, des gens comme Conversano, Hassen et compagnie accusent d'être non seulement de gauche, mais d'être des laquais de l'oligarchie, quiconque se dit antiraciste. Voilà. Et alors, ils s'appuient là-dessus en disant « Non mais regardez, les lois sont antiracistes, donc c'est le racisme qui est visé, et donc l'oligarchie est antiraciste. » Ouais, ça, c'est un peu court. Comme souvent avec ces gens-là, ils ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Alors, quelle est la stratégie de l'oligarchie ? Après la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle que pendant la collaboration, toute la gauche, donc toute l'oligarchie, était raciste et antisémite, donc ils se tenaient bien chaud, à Vichy, là. Et puis après, quand même, la Shoah, et puis après la guerre, les nazis devenaient les méchants, là, officiellement, et donc on ne pouvait plus défendre le racisme, puisque les nazis qui avaient occupé la France, donc qui avaient été nos ennemis, étaient racistes, et en plus, les communistes qui avaient contribué, disons, à libérer la France, alors qu'ils avaient contribué à la faire occuper avec le pacte germano-soviétique, mais peu importe. Après la guerre, les communistes gagnent, et donc ils sont prétendument antiracistes, pour l'égalité, etc. Et donc le racisme devient le mal ultime. Donc l'oligarchie qui garde le pouvoir, qui l'a toujours gardé en fait, toutes ces années-là, reste raciste, mais ne peut plus le dire. Voilà ce qui se passe. Et c'est comme avec l'antisémitisme, elle reste antisémite, mais elle ne peut plus le dire. Donc ce qui va se passer, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais il va se développer à la fois donc un antiracisme de façade, qui cache en fait un racisme assumé, tout à fait évident, et j'y reviendrai, et une judéomanie, ça je vous renvoie à mon livre La judéomanie, c'est-à-dire, on va en faire tellement pour les juifs, l'exemple typique c'est Mitterrand, le gars antisémite rabique, ami de Bousquet jusqu'au bout, qui a fleuri la tombe du maréchal Pétain, je ne reviens pas là-dessus. Donc, celui qui me dit à moi que Mitterrand était philosémite ou antiraciste, pas crédible. Mais, apparemment, il y a des gens qui le croient. Non, c'était un raciste qui a commencé toute sa vie. Il y a d'ailleurs des déclarations de lui, il se fait interviewer, je crois, par
Marguerite Yourcenar, où il dit mais le racisme c'est compréhensible, etc. Évidemment, il l'était lui-même. Ça, c'est pas des extraits qu'on va vous donner dans l'espace public, dans les grands médias. Évidemment, il faut chercher un peu. Mais nos prétendus dissidents, là, on reste à ce qu'on nous dit dans les grands médias. Donc non, Mitterrand était raciste, il a bien été 2 fois président de la République, et donc, lui, il a envoyé tous ses ministres au dîner annuel du CRIF pour montrer que la France était dans la main des Juifs. Et voilà, franchement, c'est pas moi qui l'invente, cette analyse-là. Chacun d'entre vous peut réfléchir 2 minutes et essayer d'imaginer pourquoi il aurait fait ça. Donc, faire croire que la France est aux mains des Juifs, c'est la meilleure manière de développer l'antisémitisme. Par ailleurs, c'est le même Mitterrand qui a fait venir massivement l'islam en France. Et l'islam, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est pas l'idéologie la plus philosémite qui existe, on va dire ça comme ça, pour les raisons qu'on sait. Donc voilà, l'oligarchie aujourd'hui, ce qui la caractérise, c'est la discrimination positive en général, donc c'est une discrimination raciale, basée sur la race. Vous êtes noir, vous voyez, tous les médias sont en garde à vous, quand vous avez cette... j'ai relayé ça sur Fake News France là récemment, c'est un bobardeur qui avait été relevé par Le Gallou. Vous aviez une disco-ball noire, donc italienne, à qui des gamins de 19 ans avaient balancé des œufs, ce qui lui avait un peu décollé la cornée, etc. Alors là, tous les médias, racisme, en plus c'était à l'époque de Salvini. Et donc, pour eux, c'était évident, une noire subit quelque chose de jeune, on ne sait pas d'ailleurs leur couleur de peau, mais une noire est victime, c'est du racisme. Alors qu'en fait, on a découvert que ces mêmes jeunes avaient balancé le matin même les mêmes œufs, enfin d'autres œufs, sur des blancs. Donc leur cible n'était pas, c'était pas par racisme qu'ils avaient fait ça. Mais c'est pas grave, il n'y avait eu aucune presse, évidemment, pour les gens blancs sur qui ils avaient balancé les œufs le matin, mais alors, quand c'était une noire, alors là... Donc ça, c'est du racisme, quand vous réagissez par rapport à la race, avant de réagir par rapport aux faits, c'est-à-dire que vous êtes raciste. Et c'est un racisme qui est évidemment contenu, qu'on ne va pas montrer, mais qu'on peut assumer totalement, librement, et sans limite, quand, par exemple, on nie le racisme anti-blanc. Parce qu'il y a des racismes de minorités dominées, et il y a un racisme d'une majorité dominante, alors celui-là, il n'existe pas. C'est la fameuse classification marxiste. Et donc l'oligarchie qui est catho-marxiste, comme vous le savez maintenant, en tout cas j'espère, elle fonctionne par classe. Voilà, c'est la lutte des classes. Et parmi ces classes, vous avez la race. C'est pour ça que Hitler lui-même, c'était un marxiste, c'était un national-socialiste, et en bon français, c'était un socialiste national, en fait, parce qu'en allemand, on inverse. Donc, c'était un socialiste, Hitler. Et il se revendique de Marx, là aussi, je cite ça dans le livre noir de la gauche, vous avez des discours entiers qui sont basés sur Marx, de Goebbels aussi. Et donc, les nationaux-socialistes, dont se revendiquent un certain nombre de dissidents, là, qui sont racistes ouvertement, étaient des marxistes, parce que quand vous réagissez en classe, vous êtes un marxiste, en fait. Quand vous dites, bon, tous les, quoi que ce soit, juifs, noirs, blancs d'ailleurs, peu importe, sont comme ci ou comme ça, vous réagissez par amalgame, justement. C'est pour ça qu'eux disent qu'il faut réagir par amalgame. Et évidemment, le système va nier les amalgames, mais uniquement quand ça l'arrange, c'est-à-dire les attentats terroristes et l'islam, pas d'amalgame. Sinon, tout le reste, il fonctionne par amalgame, si vous vérifiez bien. Donc, c'est évidemment une idéologie malléable, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, des racistes assumés et des antiracistes assumés, mais qui sont tous racistes, en fait. Voilà. Racisme anti-blanc assumé, c'est-à-dire on ne le dénonce pas, on ne le condamne pas en justice, donc on ne fait pas de loi dans l'Assemblée nationale pour le condamner, etc. Et puis cette discrimination positive, donc une hiérarchisation des races, je dis ça 100 fois, inversée par rapport au nazisme, et ça reste du racisme. Les blancs, au lieu d'être tout en haut, ils sont tout en bas, et les minorités, au lieu d'être tout en bas, elles sont tout en haut. Donc nous vivons dans ce système raciste, et alors pourquoi est-ce que la gauche est raciste et qu'elle se dit antiraciste? Donc j'ai expliqué qu'après le nazisme, c'est impossible de se dire raciste d'ailleurs. C'est pour ça que c'est une voie de garage pour les dissidents qui prétendent faire du communautarisme blanc ou assumer leur conscience raciale ou je sais pas quoi. Voilà. Mais d'autre part, ce qui est vraiment évident pour moi, c'est que la gauche, en fait, en se disant antiraciste, d'accord, mais tout en montrant qu'elle est affreusement raciste, par les faits,
veut faire fuir les gens, en fait, de l'antiracisme authentique, qui consisterait à dire, la couleur de peau, peu importe. Oui, c'est un effet de manipulation assez classique, mais on peut retrouver la même chose, par exemple, dans le catholicisme, que j'appellerais le papisme maintenant. Donc le papisme dit, voilà, c'est nous les vrais chrétiens, venez chez nous, hors de l'église, point de salut, etc. Mais, pédophilie, oui, à fond. Alors on essaye de la condamner aussi, parce qu'il faut maintenir les apparences, mais bon, c'est quand même à un niveau... moi, à mon avis, c'est le premier réseau pédophile mondial, l'église catholique, l'église papiste actuelle. Ça, c'est à peu près clair, vous avez des sites là-dessus, qui référencent toutes les affaires de pédophilie dans le monde qui sont dues à l'Église catholique. Il y en a beaucoup plus d'une par jour. Donc si vous multipliez, ça commence à faire du monde. Et donc, comme ces gens-là se prétendent les véritables, authentiques disciples de Jésus, eh bien, ils finissent par vous dégoûter de Jésus. Et combien, à commencer par dans ma propre famille, moi, mon père et ses frères et sœurs, ils ont tous rejeté le catholicisme, à cause de ça notamment, et puis de beaucoup d'autres raisons, parce que vous avez c'est tellement opposé en fait aux enseignements de Jésus, tout en se disant disciple de Jésus, que finalement vous en venez à détester Jésus, parce qu'il vous est présenté avec un masque. Voilà. C'est le masque de Jésus, mais derrière c'est le diable. Donc vous le croyez, parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne, il voit ce qu'il croit, il croit ce qu'il voit, pardon, et donc, c'est pour ça que le chrétien, ça c'est important dans la Bible, il est dit, nous marchons par la foi et non par la vue, parce que la vue c'est une des meilleures manières pour nous manipuler. Et c'est pareil pour la réflexion, il ne faut pas en rester comme ça à ce qu'on voit, il faut réfléchir un peu, sans tomber dans le complotisme, ça c'est stupide aussi, mais il faut quand même voir les stratégies de manipulation de l'oligarchie, qui est aujourd'hui ultra raciste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun philosémitisme authentique parmi nos dirigeants, ils sont tous antisémites et racistes, au dernier degré, c'est-à-dire que c'est pire encore, moi j'ai un peu plus d'empathie pour un raciste qui le dit, comme Conversano typiquement, parce que c'est juste de la bêtise, vous voyez, juger les gens par rapport à leur race, c'est-à-dire quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils ne peuvent pas changer, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là où c'est les Machiavel, comme les héritiers de Mitterrand, qui vont vous dire « Oh non, mais nous, on est antiracistes et on fait des lois, voilà. » Les lois qu'ils vont mettre en place, ça c'est beaucoup plus machiavélique, c'est beaucoup plus dégueulasse en fait, c'est d'être raciste sans l'assumer. Donc, vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est un jeu de mots. Donc ils font des lois dites antiracistes qui sont en fait les plus racistes possibles, parce qu'ils savent très bien, ils ne sont pas bêtes, et nous on devrait être aussi peu bêtes quand même, c'est la moindre des choses. Quand vous faites une loi dite antiraciste qui limite la liberté d'expression, vous créez du racisme. C'est comme ça, la censure, c'est l'effet Streisand, c'est l'effet tout ce que vous voulez. Quand vous limitez une liberté d'expression, de quoi que ce soit, ou une liberté en général, la prohibition de l'alcool, etc., ça a augmenté considérablement l'alcool, et de mauvaise facture en plus. Donc là, c'est pareil avec l'antisémitisme, d'ailleurs. Quand vous faites la loi Guesso, vous générez un antisémitisme et un négationnisme fou. Voilà. Ça, c'est le marxisme. C'est donc interdiction. C'est pour ça que j'ai écrit le livre pour un antiracisme de droite. Voilà, parce que l'antiracisme de gauche, en fait, est un racisme. C'est ce que j'ai bien expliqué quand je suis passé à Ce soir ou jamais. Et je l'ai démontré, toutes leurs références, qu'ils assument encore jusqu'à ce jour, jusqu'au président de la République, donc François Hollande à l'époque, qui va vous citer Jules Ferry, dans un discours tout à fait officiel. Et Rokhaya Diallo elle-même est bien obligée de reconnaître face à moi quand je lui rappelle que Ferry était un raciste au dernier degré, tout comme Jaurès, qui était un antisémite forcené, tout comme Léon Blum même, qui a dit la même chose que Ferry sur la hiérarchisation des races et les races supérieures blanches, donc qui devaient venir en aide aux races inférieures. Tout ça, si vous voulez, c'est calculé, ils savent très bien ce qu'ils font, et donc qu'on tombe dans ces pièges-là, mais je vais redire ce que j'ai déjà dit une fois. Conversano, qui doit avoir 35 ans par là, est un des produits de l'éducation nationale socialiste. Il est devenu lui-même national-socialiste, c'est-à-dire qu'il est tombé en plein dans le piège que lui tendait l'oligarchie, c'est-à-dire de devenir bête, parce que c'est franchement bête d'être national-socialiste. Et donc, ce qu'il assume lui en croyant être dissident, l'oligarchie mène cette politique puissance 10 000, c'est-à-dire d'une part avec tous les leviers de pouvoir, et d'autre part sans l'assumer. C'est-à-dire que tout le monde s'y fait
croient aujourd'hui être dans un système anti-raciste, alors qu'il n'y a pas plus raciste, franchement. Quand vous virez des hommes blancs de plus de 50 ans, c'est du racisme, hein, désolé, c'est comme ça. Donc, vous ne jugez pas la personne par rapport à ce qu'elle fait, mais vous la jugez par rapport à sa race réelle ou prétendue. Et donc, historiquement, les Français, nous, on ne s'est jamais dit blanc. Voilà. C'est pour ça que ça ne prendra jamais l'idée du communautarisme blanc. Et puis, comme je l'ai expliqué, c'est une stratégie de repli. Ça ne va pas conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, pour conquérir le pouvoir, la seule arme, la meilleure arme, c'est de dénoncer ce racisme intrinsèque au système et à le mettre en slip, à le démasquer, à le mettre à nul, à faire tomber les voiles qui le protègent aujourd'hui dans la conscience collective. Mais j'imagine que, voilà, à l'époque de Vichy, si on se remet dans le mode de fonctionnement de l'époque, l'antisémitisme, c'était naturel, normal, il fallait se dire antisémite, sinon on était vraiment un sous-homme. Voilà. Donc, dernière chose, et je conclurai là-dessus, parce que je voulais pas les lancer sur Israël, là, ils ont essayé de me lancer sur Israël, non. Franchement, c'est le dernier sujet à aborder avec les Soraliens. Donc, c'est quand même important de dire que aujourd'hui, les gens qui se classent à droite, eux-mêmes, hein, sont anti-israéliens, pour la plupart, en France en tout cas. Or, moi je suis pro-israélien, et on me reproche, vous avez vu peut-être dans le débat, mais toi tu es pro-israélien, comment ça se fait, tu te dis de droite, bon. Eh bien, il faut savoir que la vraie droite, la droite authentique, et ça VV l'a démontré, donc même lui il a compris, donc franchement ça doit pas être si compliqué que ça à comprendre, pour des droitards. La vraie droite est pro-israélienne. Pourquoi ? Parce que Israël défend son identité, défend sa souveraineté, se bat, n'a pas honte, voilà, d'être viril. Tout ça, ce sont des valeurs de droite. Et donc, si vous regardez un peu à l'international, la droite dans des pays comme la Hongrie, alors la Hongrie c'est très intéressant parce que moi c'est un exemple parfait pour moi. Vous avez Orban qui est calviniste, donc protestant, et qui se dit anti-Soros. Donc là, à la limite, même les antisémites peuvent s'y retrouver, mais pro-israélien, hein, il l'a dit dans plein de discours. Et donc il fait la distinction entre Soros et Israël. Ça n'a rien à voir, les deux sont juifs, hein, mais les gens de droite, hein, Orban est de droite, c'est un calviniste, donc là aussi, les protestants sont de droite. Protestants authentiques, hein, j'entends évidemment, vous avez des gens qui défendent la mémoire de Simone Veil, qui était l'avorteuse en chef. C'est sûr que non, ça c'est pas des protestants authentiques, mais bon, vous avez toujours des brebis galeuses Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une majorité de protestants comme ça en France, parce qu'ils ne sont pas protestants, c'est encore un autre sujet. Donc, pour revenir sur Israël, donc voilà, les gens de droite authentiquement défendent Israël, que ce soit Trump, hein, que ce soit Orban, que ce soit même Salvini, je crois, que ce soit l'UDC suisse, que ce soit les gens en Autriche, vous regardez un peu partout, ils défendent Israël. Donc arrêtez, ils sont tous de droite. Hein. Voilà. Et il n'y a qu'en France, et en plus en France, regardez, l'oligarchie ne défend pas Israël, ça c'est le mythe qu'a voulu créer Soral et qu'ont repris après tous ceux qui continuent soi-disant à taper sur Soral comme Conversano et d'autres, mais qui en fait reprennent la même logorée anti-israélienne sans se rendre compte qu'en fait ils sont dans la même logorée, quoi. Et donc, en France, vous avez Macron qui fustige Donald Trump quand celui-ci met l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, donc il n'est pas pro-israélien. Vous avez toute l'Assemblée nationale française, une majorité qui vote la reconnaissance de l'État palestinien. Okay. Vous avez Chirac, qui a été 2 fois président de la République, là on vient de fêter sa mort, c'était franchement odieux, hein, mais bon, ça j'ai même pas besoin d'en parler, vu tout ce qu'il a fait, ce gars-là, dans sa carrière, bon. Eh bien, ce gars-là était anti-israélien possible. Vous avez ces vidéos qui circulent, ceux que les plus jeunes n'ont pas connu, mais quand Chirac est allé en Israël, il a engueulé la sécurité israélienne, tout ça pour bien se faire voir de ses amis palestiniens. Il était très ami des Palestiniens. On montre ça comme un acte de courage de Chirac. Tu parles. Quel courage il y a à crier sur la sécurité israélienne qui assure sa propre sécurité. Non, il voulait faire un esclandre, il a très bien réussi d'ailleurs, parce que ça a été retransmis dans le monde entier. Donc Chirac était un ami intime d'Arafat, et il l'a fait venir, je ne sais plus dans quel hôpital français, pour qu'il y meure. Voilà.
Et donc, il a même une rue, il y a une rue Chirac en Palestine. Bon. Donc ça, c'est président de la République, donc arrêtez de dire qu'il faut être pro-israélien pour être dans l'oligarchie, c'est le contraire en fait. Voilà. Mais il y a une telle logorée là, anti-sioniste, on va dire, pour pas dire anti-israélienne, que vous y croyez, vous tombez dans tous les panneaux, alors que toute l'oligarchie, vous avez 2 députés pro-israéliens à ma connaissance, hein, Habib et Goasgen, et c'est tout, les autres sont anti-israéliens, et toute la gauche est pro-palestinienne. Donc ces gens-là sont de gauche, c'est ça qui me permet de le dire. Un mec comme Soral a toujours été de gauche, il a commencé au Parti communiste. Si vous les regardez tous, les Rissen, ils ont tous commencé à gauche ou à l'ultra-gauche. Alors moi, vous allez me dire, oui, tu as été chez les Verts. Mais moi, j'avais 18 ans et demi, j'y suis resté 6 mois avant de me faire virer, et je défendais déjà, alors pas Israël, parce que je ne vais pas creuser la question, mais je défendais déjà des valeurs de droite, comme le libéralisme, la peine de mort, etc. C'est dans mon livre « Avoir 20 ans en France ». J'ai écrit tout ça, c'est suite d'ailleurs à ce livre que je me suis fait virer. Donc, moi, j'étais jeune, les Rissen et compagnie ont été bien plus longtemps trotskistes, ça n'a rien à voir, ils avaient 25 ou 30 ans. Donc, et Soral, quand il est rentré au Parti communiste, c'était en 90, donc c'était il y a 20 ans, il avait 40 ans. Bon, voilà, ça n'a rien à voir. Tous ceux qui, là, je coupe l'herbe un peu sous le pied de tout ça. Donc tous ces gens-là ont commencé à l'extrême gauche, et ils y sont restés, ils sont toujours d'extrême gauche. Mais c'est bien aujourd'hui dans la dissidence de se dire de droite, de l'authentique droite. Non, tous les pro-palestiniens sont de gauche. Toute la fête de l'humanité, toute la jet set, comme dit Finkielkraut, est anti-israélienne et pro-palestinienne. Voilà, c'est comme ça, quand on est de gauche en France, on est pro-palestinien. C'est évident, ça tombe sous le sens. Mais après, vous avez des gens comme Finkielkraut et BHL, qui sont de gauche aussi, et ils l'avouent eux-mêmes, mais qui se disent pro-israéliens, voilà, et on joue là-dessus, je parle même pas d'Anatolie, mais on joue là-dessus pour faire croire que l'oligarchie est sioniste. Non, ça tient pas une seule seconde. Et après, on dit, voilà, je vais être antisémite dans l'espace public, je vais me faire condamner pour ça, ou virer de tous les médias, etc. Et donc, je vais pouvoir construire une martyrologie. C'est la seule stratégie qu'ils ont. Mais comme l'a bien sorti Cro-Blanc, ah, mais eux, ils sont en prison, et pas toi. Déjà, ils sont pas en prison, il se faut condamner, mais le parquet ne met pas de mandat de dépôt. Je m'en réjouis pas, mais c'est pour s'en tenir aux faits. Et donc, ils sont sur une mauvaise stratégie qui consiste à, voilà, il y a une loi, si on l'enfreint, il faut s'attendre à aller en prison. C'est comme si un meurtrier disait, bah voilà, moi je suis un dissident parce que j'ai tué quelqu'un et c'est interdit par la loi, et la loi c'est l'oligarchie. Vous voyez, c'est ce niveau-là. Donc voilà un peu tous les arguments que j'aurais voulu développer chez Teddy Boy RSA, mais clairement il ne voulait pas. Pas lui, mais enfin, il n'avait plus le temps, ou c'était plus le sujet, ou Cro-Blanc avait déjà fait tellement d'esclandres que Teddy Boy ne voulait pas risquer que son co-animateur fasse une syncope, ou je sais pas quoi, bref. Et donc, j'en profite, voilà, tranquillement, sans contradicteur, là, pour développer ces arguments, je pense importants. Si l'oligarchie est raciste, les racistes sont de son côté. Hein. Et les antiracistes de gauche aussi, puisqu'ils n'ont rien d'antiraciste. Là, j'espère que j'aurais fait passer au moins ce message-là. C'est qu'une Rokhaya Diallo n'a rien de raciste. Et là, vous retrouvez après, je ne développerai pas le sujet pour les raisons qu'on sait, mais vous retrouvez après le lien avec l'islam. Pourquoi est-ce qu'on fait rentrer l'islam? Parce que l'islam n'est pas connu pour être une idéologie antiraciste. Hein. Non, c'est pas connu pour ça, l'islam. Connu pour d'autres choses. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir fait monter en compétences. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être sur le calvinisme. Là, je reviendrai là-dessus, parce que j'ai pas mal de questions. C'est quoi le calvinisme? Explique-nous. Il y a une telle sous-information. C'est même pas une désinformation, c'est qu'on n'en parle pas. Voilà. Dès que le peu de fois où Calvin apparaît dans l'espace public, c'est pour lui cracher dessus. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur le calvinisme, quand même, que vous sachiez. Voilà, ça fait partie de l'identité de la France. Et c'est une fierté qu'on peut avoir d'avoir fait naître cette renaissance, ce retour au catholicisme, donc originel. Parce que c'est rien d'autre que ça. Voilà, merci pour votre attention, vive le Christ Sauveur, et vive la France, et à très bientôt. Au revoir.